Thibaut de Montbrial, bonjour. Bonjour, Merci de m'accueillir dans votre cabinet à Paris. avec grand plaisir. J'ai lu avec grand intérêt et plaisir votre livre qui est un grand succès, donc on n'a presque plus besoin de le présenter, le sursaut ou le chaos. Vous parlez de chaos. La France est-elle aujourd'hui sur le chemin ou au bord du chaos? Je le crains et le diagnostic que je fais est fondé sur une observation qui est double. Il y a d'abord une situation de faillite totale qui repose sur 4 décennies à peu près, hein, de renoncement total à affirmer nos valeurs et à assimiler les gens que nous avons massivement fait entrer sur notre territoire au début des années 70 dans le cadre du regroupement familial. Il y a un choix économique qui a été fait, qui à l'époque peut tout à fait se justifier, mais au lieu de l'accompagner de mesures permettant de transformer cette population en une population qui adhère à nos modes de vie et à nos valeurs, on est parti sur une autre logique, qui est une logique d'égalitarisme de toutes les valeurs. La culture de l'arrivant valant la culture de l'autochtone de souche, et c'est le multiculturalisme, hein, pour être clair. Et ça a contribué à miter notre société. Et la nature ayant horreur du vide, les gens qui sont arrivés, génération après génération, ont commencé par essayer, moi je pense que c'est une vraie volonté de la première, voire de la deuxième génération, de s'intégrer. Mais la troisième et aujourd'hui plus encore la quatrième sont en phase, au sens propre du terme, de désintégration. Et ce qui est extrêmement grave, c'est qu'on arrive aujourd'hui à une société qui est complètement communautarisée, voire ethnicisée, et que les valeurs séculaires de la France, l'égalité homme-femme, la primauté de la loi de la nation, sont des valeurs qui sont disputées aujourd'hui par des gens qui en plus utilisent nos droits contre nous-mêmes, qui sont extrêmement malins parce qu'ils multiplient les recours par le biais d'associations en utilisant par exemple, c'est un exemple mais il est révélateur, le texte de la Convention européenne des droits de l'homme qui a été signé après la Deuxième Guerre mondiale sur la base de valeurs européennes communes. Et ce texte est aujourd'hui utilisé contre ses propres valeurs, c'est-à-dire qu'on excipe de la liberté d'expression, de la liberté de religion, de la liberté de conscience, pour obtenir des droits qui sont des dérogations à la règle commune. Et donc c'est pour ça que cette société est communautarisée et profondément aujourd'hui divisée. Et puis le deuxième élément du constat, c'est que les événements du Proche-Orient, la formidable expansion de l'islam radical sunnite, qui est aujourd'hui ouvertement avec l'État islamique et les déclarations d'al-Baghdadi dans une logique de conquête, et il faut entendre ce que nous disent nos ennemis, ils sont dans une logique de conquête, ils sont dans une logique de guerre, et compte tenu de la communautarisation et du début d'effondrement de la société française, ils s'appuient sur cette quatrième génération qui est complètement perdue et qui se retourne, hein, et ouvertement, il suffit d'aller voir sur les réseaux sociaux ou d'écouter les policiers de terrain, qui se retournent contre nous, et l'État islamique, donc l'islam radical sunnite, s'appuie sur ces gens qui sont français, mais qui sont des Français qui sont en guerre contre la France. Et on est au-dessus d'un chaudron bouillonnant, il ne manque que l'étincelle, mais malheureusement, le chaos, je pense, peut arriver à tout moment, parce que s'il y a un fait divers qui tourne mal avec des jeunes ou des policiers, ou les deux d'ailleurs, qui sont tués par deux, par trois, par quatre, ça peut mettre le feu aux poudres d'un jour à l'autre. S'il y a un ou plusieurs attentats, de gros attentats, parce que la France n'a pas encore connu de très grosses attaques terroristes, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, et ça arrive, les services pensent que ça va arriver dans les semaines qui viennent. Hein. Le juge Trévidic, qui est quand même l'un des meilleurs connaisseurs en France, a fait une interview extrêmement pessimiste la semaine dernière dans Paris Match, qui est très claire, et j'invite ceux qui suivent votre site et votre blog à s'y référer. Eh bien, voilà, nous sommes à l'aune probablement de rupture, et je ne suis pas sûr que notre pays ait les structures mentales, que nos dirigeants, qui sont le produit de ces 60 années de politique où l'idéologie de gauche et le progrès économique
ont élimé nos défenses, y compris nos défenses intellectuelles. Je ne suis pas sûr que le pays ait la résilience pour tenir de façon solide les jours sombres qui arrivent. Mais ça va être un enjeu qui peut être un enjeu vital. Vous avez utilisé le terme ennemi pour l'islamisme radical. Oui. Euh, le gouvernement français ne parle pas de guerre aujourd'hui. Or, sommes-nous en guerre? Alors, moi je pense qu'on est en guerre, clairement. Ce terme a été utilisé par le Premier ministre Manuel Valls le mardi 13 janvier lors de son discours à l'Assemblée nationale, une semaine après les attentats de la première semaine de janvier. Il n'a jamais été repris par le président de la République. C'est très simple, François Hollande n'a jamais prononcé le mot chrétien et a prononcé le mot islam pour la première fois après la tentative d'attentat raté contre le Thalys. Or, ne pas être capable de comprendre ce qui nous arrive, ne pas être capable de nommer les choses et de nommer l'ennemi, c'est ne pas être par définition en mesure de se préparer à faire face. Vous savez, on m'a critiqué, moi j'ai parlé de guerre depuis 2014, donc je suis un des premiers, aujourd'hui c'est assez courant. L'une des critiques qui m'a été faite, c'est que la définition de la guerre, c'était pas ce qui était en train d'arriver. Et dans l'imaginaire des gens, c'est vrai que souvent la guerre, ce sont deux armées représentant chacune une nation qui sont en uniforme et qui s'affrontent sur un champ de bataille avec des civils qui sont dissociés des soldats, etc. Mais les formes de guerre évoluent à travers le temps. La bataille de Crécy n'a rien à voir avec le débarquement de 1944. Le débarquement de 1944 n'a rien à voir avec les guerres de guérilla qu'ont affronté les anciennes colonies au moment de la décolonisation, qu'ont affronté les Américains au Vietnam, qu'ont affronté les Russes en Afghanistan, qu'ont affronté les troupes de l'OTAN en Afghanistan lors de la dernière décennie. Donc la guerre aujourd'hui est de plus en plus un élément de combat asymétrique, c'est-à-dire que vous avez des armées et puis vous avez des groupes de gens qui sont d'ailleurs parfois civils, parfois combattants d'une heure à l'autre. Donc il n'y a aucune raison que ce concept ne continue pas à évoluer. Et très clairement, nous sommes en guerre. Pourquoi? D'abord parce que le califat décrété par al-Baghdadi, l'État islamique, donc le 28 juin 2014, est un appel à la guerre sainte et à la conquête du monde. Il faut quand même écouter les mots qui sont utilisés par nos ennemis. Et puis ensuite, tout ce qui se passe depuis, la formidable prolifération de l'État islamique, les gains territoriaux, la déstabilisation de la Libye, la déstabilisation, alors de la Libye bien aidée par les erreurs qui ont été faites par les Occidentaux il y a quelques années, la déstabilisation en cours de la Tunisie, la résurgence de l'islam radical et du terrorisme en Algérie, qu'on aurait bien tort de ne pas regarder avec l'attention que ça mérite. Et puis de l'autre côté, ce qui se passe en Syrie, le phénomène des migrants, tous les risques que ça véhicule pour notre équilibre intérieur en Europe, etc. Et puis, vous savez, il faut écouter ce que nous disent les gens. L'État islamique, à longueur de messages sur Internet et sur les réseaux sociaux, nous dit qu'il nous fait la guerre. Et vous savez, si moi je veux vous attaquer, même si vous n'avez pas du tout envie que je vous attaque parce que vous êtes tranquillement dans votre ferme, si je veux vous attaquer, je vais venir vous attaquer. C'est pas vous qui allez décider si je vous fais la guerre ou pas. Si je vous dis que je vais vous faire la guerre, vous auriez bien tort de prendre ma menace à la légère. Et c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve. On entend beaucoup d'Occidentaux dire mais nous ne sommes pas en guerre contre l'islam radical. C'est vrai. Nous ne sommes pas en guerre contre l'islam radical, sauf que l'islam radical est en guerre contre nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? On considère que puisque nous ne voulons pas, nous n'allons pas nous battre, ou on se défend. Et le drame, et c'est pour ça que je parle d'ennemis de l'intérieur, et là encore c'est un terme que j'ai été parmi les premiers à utiliser, c'est que l'infanterie de nos ennemis est composée par une partie de notre jeunesse, et en particulier, les services de renseignement français sont très inquiets sur les 12-16 ans, figurez-vous, c'est-à-dire sur la frange la plus jeune d'une partie de notre population. Alors justement, dans votre livre qui est étayé de beaucoup de citations très factuelles, justement, vous parlez de cette jeunesse qui fait partie de la population française. Aujourd'hui, il y a en France au bas mot 10 millions de musulmans en France. Il est à souhaiter, c'est difficile de le quantifier, mais il y a une majorité de ces musulmans qui vivent l'islam de manière très, entre guillemets, normale, civique, qui ne pose pas de problème. Oui. Vous mentionnez même que c'est cette minorité extrémiste qui chasse dans ces jeunes pour
terroriser la masse et qui ne la critique pas. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller? Parce qu'on va parler à la deuxième partie du livre qui est justement le sursaut. Est-ce que la population de Français de confession musulmane peut faire quelque chose pour participer à ce sursaut? C'est un point absolument crucial. Les services de renseignement français considèrent que les gens capables de combattre aujourd'hui sur le territoire contre nous sont, allez, quelques milliers, c'est ce qui est déjà considérable. Ouais. Il y a en deuxième rideau des sympathisants qui sont des gens qui, dans une centaine d'endroits géographiquement à peu près identifiés en France, seraient de bons soutiens logistiques et sont de forts sympathisants. On va dire qu'il y a un prosélytisme actif et ce sont des gens qui sont dans une logique de conquête, mais peut-être pas immédiatement armés. Donc on peut considérer le nombre de ces personnes en ordre de grandeur à 100 000, ce qui est là encore absolument considérable et ce que personne ne dit publiquement. Mais simplement, les services spécialisés le disent, ils le reconnaissent et sont très inquiets, d'autant plus que ce nombre est en croissance exponentielle, que la radicalisation est un phénomène quotidien et que les conversions radicalisation sont également des phénomènes observés, y compris dans les départements ruraux, etc. Donc il y a une tendance. Maintenant, vous avez raison, et je le dis dans le livre, l'immense majorité de nos compatriotes musulmans sont dans une logique paisible, ils n'ont qu'une envie, c'est de bosser, de vivre tranquillement, etc. Le problème, c'est que dans l'histoire, ce sont toujours les petites minorités actives qui ont fait basculer les destins. Toujours. Au début, l'ennemi est très peu nombreux. Mais l'ennemi, d'une part, contamine, et ça c'est le prosélytisme dont je viens de parler, mais également l'ennemi terrorise, l'ennemi occupe la place, et finalement l'ennemi finit par créer l'illusion, parce que pour le moment c'est une illusion, qu'il y a deux blocs l'un en face de l'autre, et contraint les gens à choisir un camp. Et donc, pour éviter d'en arriver là, parce que si on en arrive là, là ce sera le drame, si on en arrive là, il faut appeler les choses par leur nom, on sera en situation de guerre civile, d'accord, ce qui n'est pas encore le cas. Pour éviter d'en arriver là, il est absolument crucial que des intellectuels musulmans, et certains s'expriment, heureusement, mais pas assez, et peut-être qu'on ne leur donne pas assez la parole, que également des gens qui ne sont pas des intellectuels, mais qui sont des musulmans écoutés par la communauté nationale. Je pense par exemple à certains artistes, à certains sportifs, sortent de leur bulle de confort socio-économique et s'expriment, non pas comme parfois on a quand même un petit peu tendance à le voir, dans une logique de repli communautaire qui ne fait qu'aggraver les choses, mais au contraire en disant ouvertement que la pratique de l'islam est, selon eux, parce que si c'est nous qui le disons, ça ne sert à rien, mais est, selon eux, totalement compatible avec les règles de la démocratie française et de la démocratie en Europe, c'est-à-dire égalité homme-femme, c'est-à-dire que la religion relève du champ de la liberté individuelle dans le privé, mais qu'on ne doit absolument pas avoir de prosélytisme et de primauté de la manière religieuse de vivre sur la loi de la nation. Or, c'est tout l'enjeu de beaucoup de débats actuels. Et il faut que ces gens s'expriment, et il faut aussi qu'on les aide à s'exprimer en nous montrant, nous institutions, nos magistrats, nos politiques, également nos journalistes et puis nos intellectuels, fiers de cette démocratie que nous avons créée. Vous savez, juste un mot pour finir sur ce point, parce que ça me tient vraiment à cœur, l'un des vecteurs principaux de recrutement des radicaux, des islamistes radicaux, c'est de dire à des adolescents, qu'ils soient d'origine musulmane ou pas, de leur dire, mais regarde la France, regarde ces Français, ils ne sont plus fiers de rien. La seule chose qui les fait avancer, c'est le matérialisme, c'est l'économie, c'est de regarder les matchs de foot, d'aller au cinéma, de s'amuser, de produire et de consommer et de s'amuser. Et il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus d'aventure commune. Et nous proposons une aventure. Et ça on aurait bien tort de ne pas écouter ce discours et de ne pas le reprendre à notre compte. Nous avons une aventure extraordinaire. C'est que nous avons un des pays qui est le plus vieux du monde, avec une tradition, avec une humanité qui s'est construite en la défendant, il faut être capable de la défendre, ça ne faut pas l'oublier, et nous avons toujours intégré des gens. Et nous tendons la main à tous ceux qui veulent s'intégrer. Ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question d'état d'esprit. La France, c'est un état d'esprit.
Mais encore faut-il être capable de se battre d'abord avec les mots, ensuite avec le droit, et s'il le faut avec les armes, pour la défense de cet état d'esprit. Et si nous arrivons à réintroduire ça dans notre pays, vous verrez que progressivement, la radicalisation va diminuer et que nous allons réintégrer un certain nombre de gens qui aujourd'hui sont tentés par le départ. Mais pour ça, il faut être ferme, il faut être fort, il faut être conscient et fier de ce que nous sommes. C'est en sachant qui on est qu'on est capable de parler aux autres et de leur tendre la main. Mais pour ça, il faut un petit peu de détermination et de solidité, aussi bien personnelle que sociale. Donc au-delà de cette solidité effectivement personnelle, citoyenne, que peut faire d'un côté l'État, qui je sais vous écoute, puisque vous avez la chance d'avoir une bonne couverture média, mais aussi le citoyen qui n'a pas forcément envie de choisir entre d'un côté Conchita Wurst et de l'autre côté le califat. Euh, dans la troisième partie dans la quatrième partie de votre livre, qui est un bon tiers du livre, vous donnez quelques pistes pour d'une part gagner ce combat qui arrive, mais aussi, euh, on va dire, agrandir la boîte à outils de ce qui est possible, tant pour l'État que pour les citoyens, pour nous aider à nous Alors, préparer. vous avez raison, il y a d'abord une première chose à dire, c'est qu'il n'est pas question de dissocier, à mes yeux, la réponse tactique, c'est-à-dire la défense contre la guerre qui nous est menée, avec l'appareil judiciaire, avec les techniques de police, militaires, etc., de la réflexion à long terme et de la réflexion sur la réorganisation de notre société, sur le projet à 15 ou 20 ans. D'accord ? Donc, sur le plan tactique, donc là, il y a des mesures très simples. C'est pas parce que il y a des gens qui disent ah oui, mais il faut pas, ça sert à rien de lutter contre le risque d'attentat. Ce qu'il faut, c'est changer les états d'esprit. Il faut faire les deux. Il ne faut pas non plus faire l'autruche. Bien sûr que nous allons avoir de vrais gros attentats, au risque de choquer. Aujourd'hui, nous n'avons eu que de petites attaques et des attaques qui étaient des grosses attaques, mais qui ont échoué. Et nous aurions bien tort de considérer que le plus dur est derrière nous, parce que le plus dur est devant nous. D'avoir vu le quotidien Le Monde titrer au début janvier que nous avions vécu notre 11 septembre français, c'est une aberration à tout point de vue, au regard de la nature des cibles, au regard du nombre de cibles, au regard du nombre de victimes, etc. Donc le pire est très largement devant nous. Pour ça, il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas se cacher derrière nos petits doigts ou se rassurer avec des phrases creuses et en regardant les 60 ans de paix dont on est en train de sortir. Il faut changer l'état d'esprit, c'est ce que j'appelle changer le logiciel de pensée. Il faut autoriser, parce que pour des raisons tactiques, c'est comme ça qu'on peut minimiser les dégâts d'un attentat sous forme de tireur qui viendrait dans une foule, et c'est un des grands types d'attaques auxquels nous allons être confrontés, nous avons déjà été, mais ça va se multiplier. Donc il faut que la riposte immédiate soit possible, et pour ça, il faut autoriser les personnels de l'État légitimement habilités à porter une arme à la porter en permanence. Je pense qu'il faut étendre ce droit à un certain nombre de gens évidemment habilités par leur expérience passée, peut-être anciens militaires, peut-être anciens policiers, des réservistes, bref, de faire en sorte que dans tous les centres commerciaux, dans les cinémas, dans les restaurants, dans les hôtels, dans les trains, dans les gares, il y ait des gens qui sont en civil, qui sont en train de vaquer à leurs occupations, mais qui soient armés de sorte qu'ils puissent stopper un début de massacre si jamais il s'en commettait un, parce qu'il faut bien savoir que en France aujourd'hui, à quelques très rares exceptions près, la police n'est jamais à moins de 5 à 10 minutes d'un lieu public et que donc, en 5 à 10 minutes, des individus avec une Kalachnikov et plusieurs chargeurs auraient le temps de faire plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de victimes. Donc ça, il faut changer l'état d'esprit à cet égard et je suis un petit peu inquiet par la lourdeur du débat. Je pensais que l'affaire du Thalys allait peut-être un petit peu réveiller nos politiques et les penseurs sur ce sujet. Je me suis moi-même plusieurs fois exprimé dans la presse, mais c'est difficile et que c'est long, et j'espère qu'il ne faudra pas attendre un massacre pour arriver à ce changement. On pourrait continuer, il faut que les sites Céveso, par exemple, puissent être défendus par des gardes armés qui soient membres de sociétés privées, évidemment sélectionnés. Il ne s'agit pas de donner des armes à n'importe qui, mais composés d'anciens militaires et de gens compétents. Il faut aussi, tactiquement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais changer un petit peu la disposition des défenses passives
sur ces cibles, parce que ce sont des cibles, et il faut que nos bases militaires comprennent qu'aujourd'hui il y a autant de risques quand on a une base militaire en France que quand on est au Mali, et qu'on se prépare en conséquence. Il y a là une question de changement d'organisation, mais aussi et surtout un changement d'état d'esprit, et là encore j'espère qu'il ne faudra pas des drames pour y arriver. Ça, c'est le volet du mode de vie quotidien. Le volet tactique. Maintenant, sur un plan plus politique, c'est un petit peu ma réponse à la question précédente. C'est-à-dire qu'il faut travailler l'éducation à l'école, l'éducation au sens large, se réapproprier les valeurs fondamentales qui font que nous sommes la démocratie que beaucoup de gens encore dans le monde envient, c'est-à-dire être ferme sur les principes, je recommence, d'égalité homme-femme, de primauté de la loi sur toute autre organisation de vie privée, en particulier religieuse, etc., etc. Et inviter les gens qui le souhaitent à rejoindre l'histoire de notre nation. Et pour ça, il faut aussi leur raconter le roman national. Le roman national, c'est un terme qui a mauvaise presse, mais roman, c'est pas forcément une fiction. Un roman national, ça peut être. Un roman, c'est aussi une histoire qui est fondée sur la réalité. Il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi. Il s'agit de raconter comment notre pays, petit à petit, est devenu ce pays formidable, en rappelant que beaucoup de gens sont morts pour qu'ils le deviennent, et qu'il faut être prêt à tout, je vous le dis, pour qu'ils le restent. Mais pour ça, il faut donner envie à des gens qui n'en ont pas forcément envie de rejoindre cette formidable aventure. C'est une aventure aujourd'hui, je le dis, nous sommes, je pense, à l'aube de moments très difficiles, et c'est une formidable aventure et une gageure que nous devons à nos enfants, de permettre que la France reste cette belle démocratie, mais avec, encore une fois, une certaine solidité et une certaine force pour être capable de le rester. Peut-être dernière question, vous avez lu le livre que j'ai coécrit avec Vol Ouest, Rue Barbare. Comment c'est les préparatifs individuels de ce que la presse appelle survivalisme, etc., enfin en tout cas les préparatifs à être un citoyen responsable et préparé, peuvent contribuer peut-être à aider à ce sursaut et certainement endiguer ou limiter ce chaos. Vous savez, je suis très frappé par une chose qui est sans doute à la base de beaucoup de nos maux actuels. C'est que les 60 ans de paix que j'évoquais tout à l'heure nous ont collectivement désarmés, mais pas simplement physiquement, ils nous ont désarmés mentalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus, et le plus grave, c'est que la plupart de nos hommes politiques, ce qui est beaucoup plus grave que pour les citoyens, n'ont plus la culture de la violence légitime. Il faut être prêt pour défendre notre civilisation, pour défendre notre nation. Il faut être prêt à envisager, y compris des mesures violentes. Je vais vous donner un exemple très simple qui va peut-être vous surprendre par rapport à la phrase précédente. Tous les enfants de France, au collège, en classe de 6e, quand ils entrent au collège, ont droit au premier trimestre à une demi-journée avec la police ou la gendarmerie selon l'endroit où ils se trouvent. Et qu'est-ce qu'on leur apprend en substance? On leur dit, je résume, quoi qu'il vous arrive, ne vous défendez pas, laissez-vous faire, et ensuite allez voir un adulte référent. C'est sans doute vrai pour un vol. On ne va pas risquer sa vie pour un téléphone. Mais ça n'est pas vrai pour tout. Il est des circonstances dans lesquelles il faut se défendre. Donc, de dire que la violence ne résout pas tout, c'est bien. Mais de dire que la violence ne résout jamais rien, c'est faux. Et il existe des circonstances dans la vie où la force prime sur la raison. Ça arrive, c'est comme ça. Ça ne sert à rien de le nier parce que là, pour le coup, ce sont des balivernes. Les habitants d'Hiroshima en savent quelque chose. Voilà, notamment. Mais donc, il faut réintroduire, de même que je pense qu'il faut apprendre à nos jeunes les premiers secours, les gestes de premiers secours, il faut se repréparer à ce que les choses puissent dépendre des initiatives individuelles. L'affaire du Thalys, à cet égard, est un très bon exemple. Ça a permis aux médias, ça a permis aux gens de comprendre et aux médias de dire qu'il est des circonstances où l'État n'est pas là. L'État ne peut pas tout. Il y a des circonstances où si vous avez des types avec des kalachnikovs en face de vous et qu'il n'y a pas de policiers, il faut choisir. Alors là, les gens qui nous regardent disent mais qu'est-ce que je peux faire contre une kalachnikov, etc. Voilà, si on y a pensé un peu avant, dans certaines circonstances, on peut un tout petit peu anticiper. Et ça, c'est un mot crucial, anticiper. Aujourd'hui, en France, on a l'impression que les gens attendent après l'État pour tout. Et qu'en attendant que l'État arrive, ils restent, pardonnez-moi la vulgarité de l'expression, mais le cul sur la chaise, en attendant qu'on vienne s'occuper d'eux. Eh ben non.
Nous sommes un État très fortement centralisé, issu d'une longue tradition, et aujourd'hui, les gens ont totalement perdu l'habitude de s'occuper d'eux-mêmes et de s'assumer. Je crois qu'il faut comprendre que c'est terminé. Et pour en revenir à la question, donc votre livre, le livre que vous avez coécrit avec Volvest, c'est un livre qui est extrêmement intéressant parce que quand il est sorti, certains ont pu considérer que c'était une pure fiction. Je pense que si on le relit aujourd'hui, on se rend compte qu'on est de moins en moins dans la fiction. Et ça permet de raisonner en termes d'anticipation et de probabilité. Et pour finir, une anecdote extrêmement récente. J'étais très frappé en regardant les reportages à la télévision sur le drame qui a frappé la Côte d'Azur, les inondations de la semaine dernière. Je suis très frappé parce on est toujours sidéré par la façon dont nos concitoyens sont totalement démunis face à des événements qui sont prévisibles, parce que les gens qui ont été inondés étaient en zone inondable. Donc c'est pas le fait du hasard, c'est pas la météorite qui nous tombe sur la tête. C'est un risque, certes faible, mais réel. Et quasiment personne dans les débats qui ont suivi, je l'ai entendu qu'une seule fois, mais quasiment personne n'a parlé du fait que dans un certain nombre de circonstances, il fallait un minimum anticiper et compter aussi sur soi. Je pense que c'est très révélateur. Tous les gens qui ont été frappés, on les voit à longueur de reportage, attendent l'État, les assurances, et il y a même, j'entendais l'autre jour, des gens qui étaient révoltés parce qu'au bout de 2 jours, l'État ne s'était pas occupé d'eux. Mais si un jour nous sommes frappés par une catastrophe, quelle qu'elle soit climatique, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit terroriste, où nous avons des centaines de milliers de victimes, c'est pas 3 jours qu'il va falloir attendre les secours, c'est beaucoup plus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester assis en disant on attend les pompiers? Non, c'est pas possible. Si un jour il y a des grandes émeutes et que la force publique est soit submergée, soit absente, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire aux gens non, non, mais attendez, on attend les flics, ou on va essayer de se défendre. Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Ça ne veut pas dire qu'il faut partir dans une paranoïa totale, il faut continuer à vivre dans un pays où on vit bien, mais il faut être lucide, il faut être capable d'anticiper à la fois les événements physiques qui peuvent nous arriver, mais aussi les difficultés plus citoyennes, politiques et organisationnelles qui, je pense, malheureusement nous attendent. Thibaut de Montréal, merci beaucoup. Et invitation que je vous lance pour venir en Suisse afin de discuter, de comparer peut-être ce que le système du milicien suisse, du citoyen armé, peut peut-être inspirer pour quelque chose de nouveau en France. J'ai quelques idées sur le sujet. Formidable, ce sera pour une prochaine discussion. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous.